bonjour à tout le monde que je vois pas. Voilà, bonjour l'écran digital que je vois dans mon ordinateur. Mais de toute façon, bonjour à vous qui j'imagine, j'ai vu sur YouTube que vous êtes tous ensemble, donc bonjour à tous. Euh, et je félicite et je remercie d'ailleurs l'invitation de Christophe Legac pour être ici aujourd'hui, même que seulement virtuellement. Et je félicite d'ailleurs cet événement qui est très important, en plus de que ça soit non seulement une célébration de la pensée de Deleuze en France, parce que Deleuze est très célébré ailleurs, toujours. On voit d'autres événements qui s'organisent partout dans le monde. Donc c'est une grande joie de participer à un événement sur Deleuze en France. Et aussi dans une école avec des étudiants, avec donc seulement l'académie fermée en soi, mais aussi en ayant des étudiants. C'est toujours une grande joie. Et donc, et alors, pour aujourd'hui, l'invitation qui m'a été faite, c'est surtout à propos de mon livre que j'ai écrit sur Deleuze en 2013, déjà, que j'ai publié en France. Donc, vous, Français, vous pourrez très bien le lire. Et qui a été récemment traduit pour l'anglais par un grand commentateur de Deleuze qui est Ronald Bogue. Et donc, le livre est sorti aux États-Unis en 2020, en pleine pandémie. Et donc, c'est un livre que j'ai toujours plaisir aussi d'en parler. Et donc, je disais que l'invitation qui m'a été faite, c'était précisément pour parler un peu de mon livre et cette question de... Donc, mon livre, c'est sur la pensée de Deleuze, sur la littérature. Et donc, c'est un peu une espèce de comprendre la pensée active, pour revenir sur le thème de ce symposium, la pensée active de Deleuze en ce qui concerne la littérature. Parce que précisément, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'il y a une espèce de deux mouvements en même temps, deux plans entre littérature et philosophie, et que Deleuze fait ce mouvement toujours. La littérature, c'est l'art que Deleuze a privilégié, comme vous le savez, bien qu'il a fait des livres sur cinéma, sur la peinture, même sur la musique. Voilà, il se prononce sur un tas d'art, théâtre. Mais c'est en fait la littérature qui a un lieu privilégié dans sa pensée. Et en fait, penser cette relation entre littérature et philosophie, c'est très riche, c'est très complexe. Je ne veux pas dire que ce soit le plus difficile, ce n'est pas le plus difficile. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est très complexe parce que précisément, le pli entre philosophie et littérature chez Deleuze est tellement intense et tellement dense que précisément entrer dans cette question-là, c'est aussi être confronté à un tas de problèmes et un tas de moments dans la pensée de Deleuze. Et donc, c'est ça ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Et en fait, Deleuze, l'approche que Deleuze a de la littérature n'est pas une application qu'il fait de la philosophie à la littérature. C'est que, et c'est pour ça aussi qu'il est tellement intéressant de penser la littérature chez Deleuze, c'est que, et des autres arts bien sûr, mais c'est que la littérature lui pose lui-même des problèmes. Donc Deleuze pense avec la littérature. Bien sûr qu'il pense aussi avec la peinture, évidemment avec le cinéma, etc. Mais c'est ça ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il pense avec la littérature. Et, et donc,
penser cette relation, c'est très stimulant pour penser la pensée active de Deleuze. Donc, toujours qu'il écrit un livre sur la littérature, et je me suis concentrée dans six auteurs littéraires. Et donc, je vais vous montrer comment, à chaque moment qu'il rentre dans un auteur, sa pensée même est en mouvement. Sa pensée à lui, Deleuze, est en mouvement, est en construction toujours avec la littérature. Et donc, je dirais ensuite que mon approche, donc je vais vous proposer un bref, dans le temps qu'on a, j'espère vous inviter, je vous invite et j'espère bien que vous en profitez de ce voyage que je vais faire, ce voyage philosophique et littéraire au niveau de l'approche, sur l'approche de Deleuze qu'il a eue sur la littérature. Et je vais suivre la ligne chronologique de cette approche. Non pas parce que j'aime bien la chronologie, mais parce que précisément ce qu'il faut ici, c'est penser cette pensée active et donc penser les moments de modulation de la pensée de Deleuze. Et donc pour ça, voilà, je suis la ligne chronologique. Et je dirais aussi, en tant que cette introduction bref, que le livre sur Proust, pour moi, a été paradigmatique et a comme que introduit la méthode d'approche de Deleuze. Parce que le livre de Proust, comme vous le savez, et d'ailleurs Agne Sauvagnargues l'a aussi très bien montré dans son livre, Proust et les signes, c'est un livre compliqué au niveau qu'il y a 3 éditions différentes. Une en 64, une autre en 70 et une autre en 73. Et bien que Deleuze le dise très légèrement dans son avant-propos de la 3e édition, que bon, la première et la deuxième, il y a une différence, mais cette différence est très très simple, celle que Deleuze le signe. La vérité, c'est qu'il n'est pas très honnête avec ses lecteurs parce qu'il ne laisse pas très clair ces différences internes de ce livre. Et donc, quand j'ai découvert ces différences, je vais même dire paradigmatiques, il y a des paradigmes philosophiques qui sont en train d'être en marche à chaque édition, que je vais vous montrer. Pour moi, ça a été très illuminant et j'ai pris cette méthode de disruption, de rupture, de changement de paradigme pour après me dédier à l'ensemble de ce qu'on peut parler, de ce qu'on peut dire, c'est le corpus de Deleuze, la philosophie de Deleuze sur la littérature. Donc, j'ai pris le livre de Proust comme une méthode pour voir et comprendre les autres livres. Et ce n'est pas, c'est aussi intéressant de voir que c'est sur Proust précisément que Deleuze a cette complexité de mouvement de sa pensée. C'est en fait, ce qu'on peut dire, c'est un livre rhizome, le livre de Proust et les signes, que Deleuze a écrit sur Proust, parce que on peut même dire que de la même façon que Proust a écrit à la recherche du temps perdu, le livre de Deleuze sur Proust est aussi un livre en processus, en permanent mouvement de reconstitution, donc un livre comme si on peut dire à la recherche d'une synthèse perdue elle-même.
Euh, alors, je disais que Proust et les signes est donc un livre paradoxal dans le sens où il est construit sur 3 niveaux, 3 univers non communicants théoriques, mais en ayant une forme de continuité. Parce que, comme vous le savez, Proust, il y a une première partie, c'est celle qui a été écrite en 64. Après, en 70, Deleuze écrit une autre partie qu'il appelle deuxième partie, donc en montrant une liaison entre première et deuxième partie, et ce qu'il appelle conclusion, ce n'est pas une conclusion, c'est un autre, on pourrait dire même une troisième partie, parce que c'est un troisième univers. Ce n'est pas une conclusion, ça ne conclut rien des 2 précédents. Par exemple, juste pour vous donner un exemple bref, dans la première édition, le roman de Proust à la recherche est pris comme un roman d'apprentissage du narrateur qui a la fonction d'expliquer des contenus cachés dans le signe jusqu'à la révélation de l'essence. Et ça, c'est l'idée qui modèle la première partie, c'est cette idée de roman d'apprentissage jusqu'à la révélation de l'essence. Dans la deuxième partie, la même recherche, donc le même livre, La recherche temps perdu, est maintenant pensé comme une machine de production de vérité qui fonctionne sur la base d'une série de transgressions des lois de désir. Donc on passe d'un roman d'apprentissage pour une machine et traversée du désir. Et dans la troisième partie, ce que Deleuze a appelé la conclusion, la même recherche est prise comme une toile faite par le narrateur araignée en tant que corps sans organes. Donc ça, ce sont très brefs, juste pour vous donner une idée rapide de ce qu'on parle, de comment Deleuze a pensé la recherche au temps perdu. Donc roman d'apprentissage, machine de production de vérité et une toile du narrateur araignée en tant que corps sans organes. Voilà brièvement les 3 univers. Alors, je passerai pour une analyse brève aussi du premier Proust. Et donc, je voulais vous dire que ce qui m'a touché aussi, ce qui m'a fait comme une évidence, que j'ai trouvé une évidence dans la première partie de Proust, c'est que il s'agit clairement d'un programme de l'empirisme transcendantal. C'est ça que Deleuze est en train de construire. Il est en train de construire son programme de l'empirisme transcendantal et c'est ça qu'il va chercher chez Proust. Donc, comment les facultés sont-elles produites comment fonctionnent les signes, quelle relation entre les facultés. C'est ça le problème de la première édition. Et donc, on peut même dire que dans la première édition, ce qu'on trouve, c'est une analyse de la recherche au temps perdu comme une véritable table kantienne des facultés. Et donc, il y a tout un système, comme c'est très clair, cette relation avec le système des tables de Kant et un système que Deleuze va construire par rapport aux facultés, aux signes, va construire une table kantienne pour comprendre, expliquer la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve 4 types de signes. Donc, imaginez maintenant 4 types de signes, 4 facultés, 4 temps, 4 niveaux de l'essence. Alors, il y a les signes mondains qui font
qui sont liées à la faculté de l'intelligence, qui sont liées à un temps qui se perd et qui vont et dont son essence est une essence vide. Il y a ensuite les signes amoureux qui sont liés à la sensibilité, donc à la faculté de la sensibilité, et en temps perdu, et dont l'essence est l'essence mensongère. Après, il y a un troisième, il y a les signes sensibles qui sont liés à une mémoire involontaire ou à l'imagination et qui appartiennent à un temps qui se retrouve et dont l'essence est l'essence véridique. Et finalement, il y a les signes artistiques qui sont liés à la pensée pure, qui ont un temps retrouvé et dont l'essence est celle immatérielle et spirituelle. Et donc, tout ce système, c'est une table de correspondance à la Kant entre signes, facultés, temps et essence. Et tout ça, c'est un système, on peut même dire un système parfait, harmonieux, parce qu'il s'agit ici d'une harmonie entre les facultés, une harmonie supérieure, une idée même de sublime qui était déjà très important dans son analyse de Kant, qui est ici en fonctionnement, qui est ici en marche. Et donc, l'essence est cette unité entre signe et sens, et qui en fait, elle est parfaite dans le signe des arts, des artistes, le signe artistique. Alors, ça, c'est un peu le premier. Donc ça c'est la première édition de Proust. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut penser, c'est que le problème philosophique qui était derrière cette compréhension de la littérature, c'était la production des facultés et ce système harmonieux de l'accord final entre les facultés. Mais entre la première et la deuxième édition de Proust, Deleuze publie le livre sur Sacher-Masoch, présentation de Sacher-Masoch. Et donc on parle de 67. Et c'est intéressant de voir ici l'entrée en jeu d'un autre auteur qui va marquer Deleuze dans cette période-là, c'est Freud. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que précisément la présence de Kant est encore très importante dans ce livre, et elle construit, elle est dans la base de l'approche de Deleuze à la psychanalyse. La grande différence que Deleuze va établir entre la différence de Sade et celle de Masoch, c'est-à-dire entre une littérature du syndrome du sadisme et celle du masochisme, passe précisément par la différence entre raison et imagination. Et donc, Sade, l'analyse que Deleuze fait de Sade, il va dire que c'est une œuvre où ce qui est le plus principal, c'est l'idée construite par la raison, et en Masoch, c'est l'idéal de l'imagination. Et cette différence, donc, est décisive. C'est une différence kantienne que Deleuze introduit dans une compréhension psychanalytique de Sade et de Masoch. Et donc, Sade, je disais que c'était l'idée de la raison. C'est une littérature comme une pensée froide, de la démonstration rigoureuse, apathique, de la violence, et c'est une négation du réel au nom d'une idée supérieure de la raison. En tant que Masoch, c'est donc l'idéal de l'imagination, une littérature comme imagination, comme création du fantasme, qui multiplie plusieurs dénégations comme art du suspense. C'est une dénégation du réel pour incarner l'idéal du fantasme. Donc c'est une ascension à l'intelligible
et le fantasme. C'est une littérature qui construit un fantasme pur, idéal. Donc, l'élément commun entre Sade et Mazok, c'est le processus fictionnel, ou le fait d'être une fiction du réel. C'est-à-dire, la littérature est cette production d'un autre réel. C'est une relation avec un double du réel, le fantasme. Alors, chez Sade, ce fantasme se fait par une négation des lois et de la nature. C'est la création d'une autre supérieure réalité, d'une autre nature, de notre système de lois. Donc, on fait la négation de ce qui existe pour faire une autre supérieure, parce que c'est précisément une idée de la raison. Tandis que chez Mazok, le fantasme signifie la dénégation du réel, de l'objet du plaisir, la suspension du désir pour atteindre l'impossible. Et donc, ça, c'est la compréhension ici, c'est une compréhension psychanalytique de la littérature que Deleuze a dans ce livre, et construite, comme je disais, par l'interprétation de Kant, d'un Kant du sublime, d'un Kant d'un impossible sublime. Et donc, je disais aussi que Freud, c'est un auteur qui, comme on le sait très bien, qui est un auteur important pour Deleuze dans ce moment, surtout dans ce livre au-delà du principe du plaisir. Et à partir de l'idée de cette compulsion à la répétition de Freud, Deleuze va faire de cette répétition le principe transcendantal du plaisir. C'est-à-dire, au lieu de vivre la répétition comme une approche du plaisir, comme un moment pour atteindre le plaisir, Deleuze va affirmer chez Jacques Mazok la répétition comme un idéal, l'idéal de l'imagination. Alors, le plaisir devient cette marche pour la répétition. C'est dans la répétition qu'on a le plaisir. D'où tout le processus masochisme de la suspension. Le plaisir, ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin. Le plaisir se fait dans la répétition elle-même, dans la suspension du plaisir, dans la construction obsessive de ces scénarios figés comme le manteau, les bottes, ces éléments fétiches du masochisme. Et donc, Freud a inventé cette puissance du thanatos au-delà de Eros, du désir, et Deleuze va surpasser Freud en affirmant Eros et Thanatos comme deux formes pures de la répétition. Donc, Thanatos, c'est l'instinct de mort, comme on sait, et le masochisme primordial qui fonctionne dans le mécanisme de la suspension du plaisir. Mais il y a aussi un autre auteur qui est mis en place dans cette approche de Deleuze du masochisme dans cette époque, qui est Lacan. Lacan, on ne peut pas oublier l'influence que Lacan a eue sur Deleuze dans cette période. Et Lacan, il rentre dans cette approche de la littérature, dans ce moment, avec l'idée de loi comme impossible à atteindre. Et donc, le masochisme, c'est l'attente, la suspension, compris comme le retardement du plaisir. Mais c'est intéressant aussi que l'idée de Lacan d'une loi vide et vide de père, Deleuze va suggérer une loi pleine de mère. Et donc,
on peut voir ici comment le système des facultés se construit sur la base d'une relation avec le désir, un désir déjà un peu compris comme pas vide, mais plein de mer. Et du rôle de la femme, parce qu'on sait que le rôle de la femme est très important dans le masochisme. Alors, Sade est compris comme un travail de la raison comme négation du réel par la violence sur le symbolique, et Masoch est vu comme imagination en tant que dénégation du réel par la suspension du désir dans l'idéal de l'imagination. Et donc, la raison, c'est la faculté des idées, l'imagination, la faculté de l'idéal. Alors, juste un moment. On revient maintenant à nouveau à Proust. Donc, je vous disais, la première édition de Proust en 64. Maintenant, la présentation de Isaac Mazoch, que Deleuze écrit entre-temps. Il revient après, c'est après Isaac Mazoch qu'il revient à son livre sur Proust. Alors, je dis que la deuxième édition de Proust, c'est une édition qui anticipe déjà la rupture, la grande rupture qu'on connaît de l'anti-Oedipe. D'un côté, il y a Deleuze qui est encore, on va dire, sur l'effet de la psychanalyse, avec Freud et son instinct de mort, et Lacan avec le réel, l'imaginaire et le symbolique de la loi. Mais par contre, d'un autre côté, il y a déjà des concepts de machine et de transversalité qui sont un peu le prononce, comment dire, le prononce, bon, excusez mon français, ça faisait longtemps que je ne parlais pas français, elle donne à voir ce vitalisme positif du désir. Alors, je disais tout à l'heure que la recherche, alors, n'est plus, comme dans la première édition, un roman d'apprentissage pour devenir une machine de production de vérité qui fonctionne sur les lois du désir. Alors, c'était très, très intéressant de voir que le système à 4 temps qu'on avait dans la première édition devient, dans la deuxième édition, un système à 3 temps. Donc, de 4, on passe à 3. Il n'y a que 3 machines, celle du réel fragmenté, celle du désir qui connecte les parties fragmentées, et celle du symbolique, de la mort. Et il y a 3 signes, les mondains et les amoureux. Deleuze les associe comme en étant, comme fonctionnant comme un, les sensibles, et un nouveau type de signe que Deleuze introduit dans la deuxième édition, que c'est le signe de la mort et du vieillissement, qui n'existait pas dans la première, précisément les signes de Thanatos, de la mort. Et il y a uniquement référence à trois facultés, celle de l'intelligence, celle de la mémoire involontaire et celle de la pensée pure. Et le temps, il n'y a que 3 aussi. Il n'y a que le temps vide et perdu, le temps plein et rencontré, et le temps pur de la perdition, qui est le temps de Thanatos. Donc, on voit ici très bien l'influence de cette entrée de Freud, du Thanatos, et de cette compulsion à la mort, à la répétition en tant que mort. Alors, et donc, ça, c'est le plus important à retenir, c'est qu'ici, le programme transcendantal se comprend à la loi des lois de désir et de la vérité,
révélé sur une nature primordiale de deux séries, qui est l'homosexuel et l'hérmaphroditisme. Les séries qui sont des mondes impossibles à déchiffrer et qui sont construites sur la base de la machine de Thanatos, comme du temps pur, comme loi de l'unité ultime de l'œuvre d'art. Donc, il y a un vitalisme des machines Thanatos, qui sont les machines qui, après Antiope, vont se transformer dans les machines désirantes. Alors, j'arrive alors à la 3e édition de Proust et des signes, et je prends votre attention parce que, regardez, il y avait le système à 4 temps, le système à 3 temps, et voilà que dans la conclusion, le système se fait à 2 temps. C'est presque une machine binaire, si on pourrait dire. Et donc, tout s'organise d'une façon à 2 temps, binaire, entre une duple conceptuelle qui provient de l'Antiope, c'est-à-dire la différence entre normal et folie. Et donc, il n'y a que 2 signes. Il n'y a que des signes discursifs et les signes non discursifs. Et donc, les signes discursifs, ils peuvent bien être volontaires ou involontaires, et les signes non discursifs, ils sont les délires d'interprétation et du délire d'érotomanie ou de jalousie. Et donc, le programme de l'empirisme transcendantal est maintenant repensé à la lumière de cette double entre normalité et folie, et le problème devient celui de la genèse, non plus des facultés, ce n'est plus ce problème, mais maintenant la genèse de la folie. Le personnage Charlus devient le grand émissaire des signes discursifs, pardon. Charlus, donc, est le grand émissaire des signes discursifs, et il fonctionne comme cette machine de logos. Mais par contre, il est traversé par 2 points singuliers, les yeux et la voix, qui sont les éléments disruptifs, intensifs, d'où germine la folie à l'intérieur de la machine discursive. Donc, ce sont des signes involontaires, et Charlus devient ce producteur principal de l'œuvre de la recherche. Et donc, la singularité de la 3e édition, c'est l'application de la théorie que vient de l'Antiope, de la schizophrénie de l'Antiope, à la théorie des signes. L'objet d'analyse de cette 3e édition est donc le délire des signes et la folie qui surgit comme la loi générale de la composition de la recherche du temps perdu de Proust. Si, dans la 2e édition, il surgit déjà le concept de machine pour déruber, pour détruire l'idée d'unité de la recherche, on peut dire que cette idée de machine avait encore un rapport à une certaine unité, idée de unité du multiple, du fragmentaire, unité non pas comme principe, mais comme effet de la machine qui était la transversalité. Et donc, ça marchait encore. Mais dans la 3e édition, Deleuze veut affirmer une totale absence de l'unité de l'œuvre d'art, et c'est donc qui surgit le concept de corps sans organe, qui ne conduit pas à une unité supérieure, ni comme principe, ni comme but. D'ailleurs, en Antiope, Deleuze va même dire que l'œuvre de Proust, c'est, et je cite, l'œuvre schizoïde par excellence. C'est intéressant qu'il va dire ça. Et définit la recherche non plus comme une cathédrale, comme il avait fait dans la première édition,
mais maintenant comme une toile d'araignée qui s'est fait comme un corps sans organes. Donc, ce qui est en cause ici, c'est un concept de littérature comme un processus d'investissement schizophrénique du narrateur qui crée ces personnages et qui s'y multiplie dans ces personnages et qui projette chez eux sa propre schizophrénie. Albertine, le narrateur, Albertine n'est pas schizo, ses délires sont la manifestation de la schizophrénie du narrateur qui crée des marionnettes de son propre délire. Et donc la question du statut du narrateur gagne donc une importance ici dans la troisième édition de Proust et Lessing. Le narrateur devient le centre, le nerf même de la recherche, parce qu'il produit ces personnages, tous ces amours, tous ces délires, tous ces jalousies. Pardon, je vais fermer un peu ici la fenêtre. Le narrateur devient alors compris comme cette toile, cette réseau, machine délirante qui crée le devenir universel des personnages. Donc, la grande thèse du programme de l'empirisme transcendantal, les facultés qui ont sa genèse dans l'expérience de l'œuvre d'art elle-même, se confirme par cette analyse du statut du narrateur, parce que dans ce travail fictionnel du narrateur, que les facultés émergent et s'exercent, et que le corps sans organes, on peut le comprendre du narrateur comme une espèce de pathos, une condition de possibilité d'être affecté avant de la sensibilité, avant de la mémoire ou de l'imagination, avant même de la perception. C'est un pathos qui est seulement affecté par les signes qui sont vibrations intensives dans sa toile d'araignée, et donc et qui ne remettent pas pour une unité de sens, elles sont ondes, des ondes. Et donc, je voulais dire alors que, pour conclure un peu cette vision de Proust et Lessing, que Deleuze construit alors son programme de l'empirisme transcendantal, mais plus que revenir à Proust pour à perfectionner, pour rendre plus parfait et maintenant il y a un mot qui me manque. Bon, sa thèse sur la littérature, Deleuze va lui-même à la littérature elle-même pour penser un problème philosophique de la constitution des facultés. Et donc, la littérature, ici, c'est le lieu même de la pensée de ces problèmes. Et donc, juste pour conclure, les trois éditions, Proust et Lessing est donc paradigmatique en ce qu'il laisse comprendre qu'en 64, Deleuze voit dans l'œuvre de Proust l'exemple du modèle kantien des tables des facultés. En 70, Deleuze il pense la recherche comme le modèle psychanalytique de la loi du désir et de la pulsion de mort, et en 73, comme lieu de corps sans organes et de la schizophrénie. Excusez-moi, c'est que là, je suis dans un point chez moi, j'ai le soleil sur la tête. Excusez-moi. Alors, ça, c'était l'analyse de Proust et Lessing et de Zacher Mazorc. Alors, donc, on peut même, et aussi de la troisième édition, c'était 63, donc juste après de l'Antiodype. Mais maintenant, je vous invite maintenant à la deuxième partie de cette présentation, qui est après l'Antiodype. Qu'est-ce qui arrive après? Et je vais... Alors, après l'Antiodype,
juste après, d'ailleurs, Deleuze et Guattari publient Kafka en 75, donc juste après l'Anti-Oedipe. Et la littérature devient un problème de confront avec la machine sociale. Donc, la littérature devient le procès de la relation corps à corps avec le système social, économique, bureaucratique, du pouvoir, des institutions. La fiction devient ici, si la fiction a été introduite dans le livre de présentation à Kamazok, mais comme un système seulement sadique ou masochiste, ici, chez Kafka, la fiction est ce système de relation avec de la littérature avec les pouvoirs. Donc la littérature est un système de fiction par rapport au pouvoir, au réel. Pas comme une construction d'un autre réel, comme c'était chez Sade, ni comme dénégation du réel, mais comme la construction d'un univers qui est branché sur le réel. Et c'est intéressant que précisément c'est sur Kafka, qui est connu comme l'auteur fétiche des analyses psychanalytiques de la littérature. On peut penser à Marthe Robert, on peut penser à Blanchot. C'est précisément sur cet auteur symbole, cliché de la compréhension psychanalytique de la littérature que Deleuze et Guattari vont prendre comme exemple après Anti-Oedipe. C'est pas par hasard. Et donc, parce que précisément Kafka était l'auteur ou l'interprétation d'une littérature de désir refoulé, d'une perversion édipienne ou du fantasme faisait beaucoup de sens dans l'analyse de Kafka régulière. Et Deleuze et Guattari alors vont affirmer Kafka comme l'exemple d'une écriture en rapport avec un système social, économique, bureaucratique, comme je disais, du pouvoir, donc branché sur le réel et non pas comme système de fantasme et de désir refoulé. Et donc, voici la première affirmation d'un programme littéraire comme une machine des agencements collectifs d'énonciation du peuple à venir, du peuple yiddish qui parle l'allemand dans son territoire. Et donc, ils vont affirmer un Kafka qui n'est pas, comme ils disent très clairement, qui n'est pas une politique contre l'imaginaire et le symbolique, qui n'est pas des machines contre l'idée de structure ou de fantasme, et qui n'est pas de l'expérimentation contre l'idée d'interprétation ou d'un sens caché derrière le langage. Donc, la littérature devient alors une production du réel par une communauté mineure qui est une étrangère dans sa propre langue. Donc, la littérature n'est plus le sens, ce jeu entre sens contenu sens et forme comme un contenu du langage, mais elle opère sur la matérialité même de la langue. Elle provoque des rythmes, elle provoque des ruptures, elle provoque le bégaiement. Il n'y a pas rien interprété chez Kafka et chez sa littérature, parce que tout est protocole de l'expérience. Et
Et ce qui est très intéressant, c'est cette nouvelle image que Deleuze et Guattari apportent. Oi, meu nome é Siri. Em que posso ajudar? Ah, pardon, mon téléphone a commencé à parler. Je disais que alors, Deleuze et Guattari vont apporter cette nouvelle idée de la littérature comme une machine collective, produite par un collectif, un agencement collectif d'énonciation. Et donc, ce qui est important ici, ce n'est pas Kafka, c'est kappa, le K, la lettre K, comme fonction d'un collectif. Et c'est ça qui est très intéressant, comme une littérature mineure contre un pouvoir majeur. Et donc la littérature qui donne la puissance aux mineurs. La fiction est une opération de minoration du pouvoir. Et je prends maintenant votre attention sur ce concept de minoration. Parce que dans cette même période, Deleuze va aussi écrire son livre Superposition sur Bene, Carmelo Bene, et il va précisément parler de la minoration du pouvoir. Donc, ce qu'il s'agit chez Kafka et Bene, c'est cette idée de la littérature comme une production de minoration du pouvoir. Et donc, la fiction, c'est cet exercice de minorer. Alors, je disais alors que dans le texte de Bene, la minoration se fait par soustration, imputation des éléments de pouvoir dans ces textes, dans des textes canoniques comme ceux de Shakespeare, par exemple. Et donc, il y a une opération de vider, qu'on vide le pouvoir, de imputer et vider le pouvoir. Et ça, c'est intéressant parce que chez Kafka, Deleuze et Guattari disent que l'opération que Kafka produit sur le pouvoir, c'est moins, il est aussi une minoration, mais il ne se fait pas de cette façon comme Ben. Il est une minoration par gonflement. Kafka, avec son humour, il gonfle le pouvoir jusqu'au moment de explosion. Il ne fait plus de sens, alors il gonfle le pouvoir à un tel point qu'après, il l'anéantit. Donc, il ménorise. Et au contraire, chez Benet, ce qu'il fait, c'est il a le texte où il a les éléments de pouvoir et il les vide, il impute, il les enlève du système. Donc, c'est intéressant de voir comme les mineurs se pensent en littérature comme deux procédés différents, un par gonflement, un autre par implosion, on pourrait dire. Implosion. Explosion, implosion, peut-être, on pourrait le dire comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de penser que chez Kafka, Deleuze et Guattari vont dire qu'il est confronté, Kafka, il est confronté avec un réel impossible. Et donc, c'est les impossibilités d'écrire, c'est l'impossible qui est la condition de possibilité de sa littérature. C'est ça, c'est l'impossible qui produit le possible. Et chez Bene, l'important, ce n'est pas l'impossible, et ce n'est pas ce rapport à l'impossible, c'est plutôt le rapport au virtuel, à la potentialité. C'est un terme que Deleuze utilise dans ce texte sur Bene. C'est la virtualité, la potentialité. Et donc la littérature, c'est ces mécanismes, je ne vais pas dire mécanisme, bon, mais c'est ce procès de anéantir le pouvoir pour faire sortir des virtualités, des potentialités créatives. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. J'ai. Ok. Un peu plus, juste pour
pour rentrer maintenant, pour finir, parce que je vois le temps qui passe, dans le troisième point de cette présentation, mais je vais le faire rapidement. Alors, pour un troisième point, je vous invite maintenant à faire un autre saut dans la philosophie de Deleuze, et on va analyser ce qu'il a écrit après le livre sur Leibniz, après le pli. Et donc, il a écrit je vais concentrer mon analyse sur Beckett et Melville, et surtout le personnage de comte de Bartleby. Et donc, je me concentre là, et je voulais dire que si dans la période de Kafka et Bene, la littérature était une expression mineure contre un pouvoir, donc une extériorité, un corps à corps de cette relation corps à corps avec le pouvoir, une fuite, il a même l'idée de fuite, de ligne de fuite, et même l'obsession pour la fuite, comme la taupe, par exemple, de Kafka. Et cet impossible est lui-même la condition de possibilité de la fiction. Après le pli, après ce grand approche de Leibniz, ce nouveau concept de pli, ce qui arrive, c'est une compréhension de la littérature, non pas comme une relation avec le pouvoir, comme ce rapport de force avec le pouvoir, ce rapport de force avec une extériorité qui nous est impossible et qui nous crée des impossibilités. Donc, on peut la fuir en faisant des œuvres d'art, donc le travail de la littérature. La littérature, maintenant, devient pensée comme un exercice du dedans. De l'autre côté du pli, il y a l'extérieur et l'intérieur. Et donc, la littérature, maintenant, devient une invention à l'intérieur du pli, et donc du dedans. Et donc, on commence à voir comment comment Deleuze l'affirme clairement, que chez Beckett et chez Bartleby, par exemple, le personnage Bartleby, je pense chez Melville, ce qu'il y a, c'est un impossible comme une situation totale. Il n'y a que l'impossible. Donc l'impossible est là. Il n'y a pas un impossible qu'il faut surpasser pour après arriver à un possible de la création. Non, on est déjà dans l'impossible où il n'y a pas de façon de sortir, parce qu'on ne veut même pas sortir. On préfère ne pas sortir parce qu'il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc, l'impossible est là. L'impossible n'est pas une condition de possibilité de rien. Et donc, la littérature après le pli, c'est cette affirmation totale de l'impossible, d'un impossible total. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit alors, de quoi s'agit-il alors, la littérature? Alors, chez Beckett, c'est l'affirmation de cet épuisement. L'épuiser, c'est ça, c'est être épuisé du possible. C'est l'affirmation de cet impossible comme impossible total. Et j'ai renoncé avant de l'être, c'est précisément l'expression de cette condition totale de l'impossible. Aussi, chez Bartleby, c'est l'histoire de ce personnage qui prononce « je préfère ne pas » comme précisément une affirmation d'une impossibilité
de la préférence. Il n'y a plus, on n'a plus la possibilité de choisir. Et donc, la formule n'a que des effets, n'a que sa littéralité chez les autres. Donc, elle contamine tout le monde et la mort est la seule solution. C'est la dévastation totale, c'est l'impossible final. Peut-être qu'on pourrait même dire qu'il a une compréhension de l'impossible en tant que sublime, qui est en marche dans cette compréhension de la littérature. Et donc, pour finir cette traversée de la littérature, et je vais conclure, d'une littérature en tant qu'exercice involontaire des facultés, en tant qu'imagination productrice des désirs suspendus, en tant que machine d'écriture d'un collectif et mineur branché sur les réels politiques, d'une littérature en tant qu'imputation du réel pour faire sortir des virtualités au-delà du pouvoir, avec cette conception d'un au-delà du pouvoir. Et après, une compréhension de la littérature sans aucun au-delà du possible, mais précisément en affirmant le mouvement du dedans de l'impossible, le vécu d'un dedans de l'impossible. Et cette affirmation du néant, de la création, par la formule « je préférais ne pas ». Ou alors, cette littérature comme pensée comme épuisement de tout possible dans l'expression beckettienne « j'ai renoncé avant de l'être ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans toute cette approche créative de Deleuze sur la littérature, dans cette pensée active de Deleuze sur la littérature? Alors, ce que je crois, c'est qu'en fait, il y a cette conception, comme je vous ai dit, de la première période, il a cette idée du programme d'empirisme transcendantal, beaucoup connecté avec Kant. Dans une deuxième période, on pourrait parler d'une deuxième période politique de confrontation corps à corps avec le possible, avec le réel, l'actuel. Et dans cette troisième période finale, après le pli, on voit une compréhension de la littérature comme un programme plutôt de dedans, et donc de l'éthique, et non pas comme politique, mais éthique. Et je finis ici. Et je vous remercie de votre temps et de votre attention. Et voilà.